On dit souvent « Oh, j'ai rien à me mettre ». Et pourtant, en moyenne, on achète un nouveau vêtement tous les 5 jours. C'est l'ère de la surconsommation. Dans Fast Fashion, la nouvelle saison de Guerre de Business, on vous dévoile les coulisses des empires de la mode jetable, bâtis autour d'articles produits en masse et de faible qualité. Retrouvez Guerre de Business Fast Fashion sur Apple Podcast, Amazon Music et sur toutes les applications de podcast. Et uniquement sur Amazon Music, écoutez chaque semaine un épisode en avant-première et sans publicité. Bonjour et bienvenue sur l'Aléa, le podcast pour maximiser le potentiel de sa vie. Artiste, entrepreneur, aventurier, sportif, thérapeute, coach, chaque semaine, vous trouverez les parcours, les témoignages ou les conseils de personnes inspirantes aux profils et expériences variés. Ma mission ? Vous guider dans vos cheminements, votre épanouissement et la poursuite de vos rêves, quels que soient les aléas que vous pourrez rencontrer. Je suis Laura Poulitaine et dans la vie, je chéris les valeurs de l'audace, de la curiosité et du partage. Auteure, formatrice, conférencière, Katia Boukchich accompagne au changement, à la transformation et à l'accès à sa réelle identité à travers des formations et événements psycho-émotionnels et énergétiques. Dans cet épisode, on parle de reprise de son propre pouvoir intérieur, de libération de nos blocages conscients et inconscients, de rêves prémonitoires ou encore de féminin sacré. Belle écoute! Bonjour Katia! Bonjour Laura! Je suis ravie d'être avec toi aujourd'hui pour une interview en présentiel. Ça faisait vraiment trop longtemps pour explorer tous les sujets qui sont passionnants et qui vont passionner les auditeurs du podcast, j'en suis certaine. Est-ce que tu peux tout simplement commencer par te présenter pour ceux qui te découvrent à Dubaï, en France, ailleurs? Alors avec plaisir, donc mon nom c'est Katia Boukchich, donc je suis psychothérapeute, énergéticienne, guérisseuse. Alors qu'est-ce que ça vece dire? Ça veut dire qu'en plus de mes études de psychologie, je me suis intéressée très tôt aux médecines alternatives, mais aussi beaucoup plus loin, à ce que moi j'appelle les sciences ésotériques, c'est-à-dire toutes les connaissances qui vont bien au-delà de ce que l'on voit. Parce que j'ai été très passionnée, très très jeune par la psychologie, par l'humain, mais aussi j'ai découvert un pan d'exploration avec l'astrologie, la numérologie. À l'âge de 15 ans, j'ai commencé à tirer les cartes, et puis ensuite très tôt, j'ai découvert le monde des rituels lunaires, les différentes phases de la lune, la manière de faire des vœux aussi pour les pleines lunes. Voilà, j'ai plongé en fait dans tous ces enseignements qu'on appelle ésotériques, qui en fait ne le sont pas une fois qu'on les comprend. Et donc j'ai passé toute cette partie de vie jusque maintenant à plonger dans le monde de l'humain avec la psychologie, vraiment comprendre l'humain d'un point de vue de ses émotions et de sa psyché, et puis de découvrir toutes les autres sciences qui nous permettent de nous relier à l'invisible et à une partie de nous que l'on ne voit pas. Donc on peut appeler ça l'âme, on peut appeler ça la conscience, on peut appeler ça aussi l'inconscient, on peut appeler ça l'invisible, l'impalpable, l'intangible. Certains vont parler de Dieu, d'autres de l'univers, d'autres de la création. Ça, c'est selon nos affinités. Donc on va dire que je suis tout ça, en fait, une psychothérapeute des âmes, une personne qui aide à comprendre ce que c'est qu'aujourd'hui l'invisible. Il y a une énorme curiosité à présent pour l'invisible et l'ésotérique. Donc je suis psychothérapeute, guérisseuse, accompagnatrice aussi au féminin sacré, médium aussi, parce que j'ai des intuitions et donc j'ai appris à me mettre en lien avec l'invisible ou avec les êtres qui viennent à moi pour recevoir des messages et les transcrire. C'est beau, le monde en a tellement besoin de tout ce que tu fais aujourd'hui, de plus en plus. Tu es riche, comme tu le disais, d'un grand voyage intérieur. Mais si tu fais un retour un peu en arrière, donc tu nous disais que tu avais un peu été éveillée enfant, à l'âge de 15 ans, enfant, adolescente, à tout ça. À quel moment vraiment tu t'es éveillée à ta propre spiritualité? Est-ce que ça a été plutôt un déclic ou le fruit d'un cheminement? Alors ma propre spiritualité, ça a été d'abord un déclic vraiment très très jeune, vers l'âge de 14-15 ans, quand j'ai commencé à découvrir les livres au sujet de l'astrologie, de la numérologie et des tarots. Je me suis aperçue que je savais. C'est-à-dire que je pouvais prendre un livre, le lire, et je savais déjà tout faire en fait, en moins d'1 heure ou 2 heures.
Donc, c'était Comme pareil un pour les don. cartes. Un don vraiment qui s'était actualisé très facilement. Donc, c'est là où on parle de quelque chose qu'on a déjà, de l'inné. Oui, c'est ça. vraiment cette notion d'inné. On sait très bien que l'âme, elle sait. Et moi, c'était très naturel pour moi, même de lire les cartes. Donc, par exemple, j'avais l'amie d'une de mes sœurs qui était médium et qui un jour rentre à la maison avec ses cartes. Et elle me dit, toi, tu sais tirer les cartes. Elle les a mis dans mes mains et puis après, plusieurs fois, elle m'a appris 2-3 choses. Et en fait, très, très vite, j'ai tiré les cartes à tout le monde dans la maison. Avec mes amis, évidemment. Tu t'imagines bien comment ça se passe dans mon petit boulot. Oui. Toutes les pauses déjeuner étaient bookées pour que chacune ait son tirage de cartes. Exactement. Parce que c'est fascinant pour les gens, quelqu'un Bien qui tire sûr. les cartes. Et puis, les gens venaient une semaine ou 15 jours après pour me dire « Oh là là, Katia, ce que tu as vu, c'était vrai, c'était ci, c'était ça. » Mais moi, à l'époque, pour moi, c'était un jeu. Là, j'ai 15 ans. Je suis étudiante, en fait. Enfin, je suis au lycée. Donc, pour moi, c'est vraiment un jeu. Tu es en France à ce moment-là? Oui, je suis en France, j'habite à Paris, en région parisienne, et je suis vraiment simplement passionnée. Ouais. Ça m'éclate. Souvent, on me fait des cadeaux, donc c'est pas du tout une activité lucrative, mais on me fait des cadeaux, on m'appelle. Les gens, je commence à voir aussi qu'ils ont parfois une dépendance, par exemple, au tarot et à la voyance. Donc, je commence à me dire, j'ai un don, mais attention comment l'utiliser. Et puis, je m'intéresse à plein de choses, à l'invisible, je fais des vœux, je lis des livres de magie. Mais c'est une sorte d'abord de très très grande curiosité. Ensuite, les déclics viennent parce que je fais de nombreux rêves prémonitoires. C'est-à-dire que j'ai plein d'anecdotes entre l'âge déjà de 15 ans et de 20 ans où je vois des choses tellement précises qui vont m'arriver, des détails que je commence à raconter à ma famille et on me dit « Ah oui, il y a quelque chose ». Et puis, tous les êtres, en fait, moi, mais dans ma famille, nous, on est Kabyles d'Algérie. Il faut savoir qu'en Kabylie, la magie, la voyance, c'est quelque chose qui est très banal, presque. Plus en fait. démocratisé qu'en France et C'est ailleurs. On va voir des voyantes, Oui, les femmes c'est ça. elles se déplacent en groupe vers d'autres villages. C'est presque un jeu, tout le monde le sait. C'est un Ouais. tabou, mais en même temps, tout le monde sait que les femmes font ça. Les hommes sourient, rigolent. Et mon père m'a toujours dit, chez nous, on appelle ça la science des femmes. Il faut savoir, il me dit, il faut savoir que les femmes ont une science. Elles ont un savoir traditionnel qu'elles se transmettent, c'est secret de mère en fille. Et moi, dans ma propre famille, il y a aussi des femmes qui ont des dons. Donc, pour nous, c'est quelque chose de très, très naturel. Et c'est vrai que ma mère, mes sœurs, à chaque fois qu'elles vont voir une voyante, on leur dit dans votre famille, vous avez quelqu'un qui a un grand don. Et elles me disent que c'est moi. Donc, je le sais. On m'a déjà nommé, mais pendant ces années-là, pour moi, c'est plutôt une découverte, une curiosité. Et puis aussi, des débuts de difficulté parce que c'est une posture qui est difficile quand on est juste une adolescente. Bien Moi, sûr. je commence à faire des rêves prémonitoires, à voir des choses aussi de l'invisible parfois qui sont pas très cool parce que dans l'invisible, on voit tout. Donc, je commence à avoir aussi parfois des esprits un peu détracteurs. Donc, j'ai beaucoup de cauchemars qui commencent. Et c'est d'abord cette espèce d'irruption volcanique de mes dons, on va dire entre 15 et 22-23 ans. Et puis ensuite, il y a un très très long cheminement qui continue aujourd'hui. Ensuite, c'est le cheminement d'une vie, quoi. Et on va en reparler de tous ces dons parce que c'est super intéressant. Est-ce qu'on les possède toutes un peu plus loin dans l'interview? Donc tu disais, tu as une formation de psychologue. Tu t'es initié ensuite lors de ton cheminement au chakra, à l'art-thérapie. Quel a été c'est un avion qui passe. Quel a été ton chemin en fait vers toutes ces sources de savoir? Ensuite, quels ont été tes choix pour te tourner vers tout ce que tu as fait ensuite? Pourquoi ces disciplines et comment elles se sont mises sur ta route? Alors oui, donc à la suite de mes études de psychologie, donc d'abord pour moi la psychologie c'était vraiment un ancrage, ma manière de comprendre l'humain. Il y avait d'abord, en plus et à côté de l'ésotérique, ma volonté de comprendre l'humain et d'être dans une relation d'aide. Donc ça a été toute la partie de mes études, où là aussi j'avais énormément de facilité en psychologie. J'ai très vite senti que pour moi c'était inné et naturel, mais ça m'a permis d'avoir une assise et puis dans notre aussi société française d'avoir ce fameux diplôme, cette crédibilité, parce que c'est aussi cette légitimité. Et puis du coup, une fois que ça s'était fait, je me suis sentie libre d'explorer encore plus les dimensions peut-être les moins officielles ou les moins académiques de la compréhension de l'humain. Donc, après cette première partie, j'ai d'abord travaillé dans le monde de l'entreprise. Il faut savoir que j'ai eu d'abord une vie un peu de schizophrène à ce moment-là. Je m'explique parce que il y avait Katia Boukchich la nuit qui avait plein de connexions, de rêves, de l'invisible. Je vois très bien. Et en plein jour, j'étais la working girl avec mes talons, mes jupes fendues. Personne ne savait en fait que je sentais les esprits et que et je me suis mis dans ce moule.
Et ça, c'est très, très important parce qu'aujourd'hui, moi, j'accompagne des êtres qui aussi sortent du monde de l'entreprise ou ont des grosses crises de vie. Il y en a énormément en ce moment, surtout depuis le Covid et le confinement, parce que c'est une période qui a été aussi là pour nous permettre de déclencher l'éveil et l'appel de l'âme. Et moi, j'ai eu cette étape de vie où j'ai oublié qui j'étais. Je me suis dit que j'étais une femme comme les autres, il fallait que j'oublie ça, que tout le monde avait comme moi des rêves prémonitoires, tout le monde voyait les esprits. Et vraiment, j'en étais persuadée. Et donc, j'avais une sorte de schizophrénie comme ça entre deux facettes de ma personnalité. Jusqu'à qu'un jour, j'ai un déclic. Je fais un voyage en Inde en 2008. Et là, je reviens et je m'aperçois que je vis vraiment dans une boîte de conserve. Que le monde de l'entreprise, pour moi, c'est un aquarium. C'est comme une claque. Parce que quelques semaines avant encore, j'adorais ma vie de parisienne, j'adorais le travail, mes collègues, le café le matin, les conversations entre femmes le matin, mon boulot de RH. Donc j'ai travaillé en tant que psy du travail, j'ai travaillé en ressources humaines aussi, dans la détection des talents. Donc ça aussi encore un lien avec les dons. Mais là, je me dis, c'est plus possible. L'Inde m'a donné cette gifle spirituelle et cet éveil de me rappeler à moi-même que ma dimension spirituelle est bien plus grande et bien plus importante que ce que j'ai voulu croire les dernières années. Donc je rentre complètement déboussolée et très vite déprimée. Et je commence cette partie de ma vie qu'on appelle la nuit noire de l'âme. Donc j'ai 2 étapes dans ma vie que je peux nommer comme ça. La première commence à ce moment-là et j'entre dans un burn-out. Là, je me grille complètement. C'est-à-dire que je travaille énormément, de plus en plus, avec une sorte de fuite en avant. Je me déconnecte, je pleure tous les jours, je suis épuisée, je sais que je ne suis pas au bon endroit. Il y a un profond désalignement entre ce à quoi tu aspires et entre ce que tu fais. Exactement. À ce moment-là. C'est-à-dire que l'âme, elle pousse derrière et moi, je suis complètement hors contrôle, quoi, émotionnellement. Ouais. C'est le tsunami. Un tsunami qui m'emporte et je n'ai aucun repère. Je sais que je vais très très mal. Je sais que vraiment c'est un point de tournant que je dois m'en sortir. Et là, magie, je parle avec une collègue de ma souffrance et elle me dit écoute, j'ai une personne pour toi. Elle est juste en face de notre entreprise. C'est une magnétiseuse, sophrologue, elle est aussi thérapeute et je commence des séances. Et la première fois, mon premier rendez-vous, quand cette femme met ses mains sur moi, ou autour de moi même, je sens tout. C'est-à-dire que je sens tout ce qu'elle fait bouger au niveau énergétique. Et là, je me dis, voilà, je sais ce que je suis venue chercher dans cette expérience et je commence un travail sur moi-même qui va durer des années, qui se poursuit encore aujourd'hui parce que c'est infini. Et tu parles d'ailleurs de beaucoup, tu nous parlais de l'Inde, de voyages initiatiques, d'expériences chamaniques. J'ai interviewé sur mon podcast beaucoup de personnes qui ont eu à faire à ces belles expériences qui ont joué un grand rôle dans la plongée à travers toi. Tu as d'ailleurs un nom que l'on t'a attribué, Mayday Woman, j'espère que je le prononce bien, qui souligne, je te cite, ton énergie de femme solaire. Est-ce que tu peux me raconter ta rencontre avec le chamanisme qui bouleverse, j'aimerais bien un jour m'y coller, tes motivations et ce que cela t'a apporté finalement dans ta renaissance, si on peut appeler ça comme ça. Oui. Oui, parce que là, du coup, je quitte donc le monde de l'entreprise et puis ensuite, je commence un voyage initiatique qui dure plusieurs années. Donc, j'avais décidé de faire un tour du monde. Je pars en Océanie, en Nouvelle-Zélande. Je passe du temps aussi avec les aborigènes d'Australie. Ah, génial. Donc, avant même de rencontrer ce chaman amérindien, je pars toute seule. J'ai décidé vraiment de me lancer dans le monde et je sais que mon âme m'appelle quelque part. Donc, finalement, je m'aperçois maintenant, avec du recul, que je vais rencontrer les sociétés les plus anciennes, en fait, les peuples premiers de notre humanité, qui détiennent un savoir ancestral, celui de cette connexion profonde au monde de la nature, qu'on appelle nous chamanisme, qui est en fait la première religion de l'humanité, ce qu'on appelle aussi le premier cercle de conscience, c'est-à-dire de s'éveiller à cette conscience que nous sommes un avec la vie et que nous sommes une extension de la vie. Nous sommes la vie. Les humains ont tendance à se mettre en dehors de la nature et de la vie. Non. Nous sommes la vie, nous sommes un écosystème, nous sommes la vie. C'est ce qui explique quand il y a des catastrophes sur cette planète, nous souffrons de la même manière que les animaux ou que la faune, c'est-à-dire que la flore, nous sommes complètement
voilà, les enfants et en lien avec tout le vivant. Donc là, avec les aborigènes d'Australie, j'ouvre ma dimension télépathique. Tu as quel âge à ce moment-là ? À ce moment-là, j'ai 29 ans. Okay. Voilà. Donc je découvre la télépathie avec les chamans, les aborigènes d'Australie, qui se disent pas chamans, hein, simplement en fait des chamans dans le sens qu'ils sont tous très connectés. Je redécouvre ma capacité à entrer en contact avec les animaux, donc il se passe plein de choses. Mes rêves prémonitoires qui étaient mis de côté depuis un petit temps dans le monde de l'entreprise reviennent. Je me sens très très en lien, j'ai énormément d'intuition. Donc là, je fais un début de reconnexion qui se poursuit, puisqu'après je fais des voyages pendant plusieurs années et je vais à un moment donné rencontrer donc Kis Paché, ce chaman qui vient du Canada et qui est là à ce moment-là dans l'Oregon. Et je participe à ce qu'on appelle une quête de vision. Donc une quête de vision, c'est passer plusieurs jours dans la nature sans boire et sans manger, jusqu'à avoir une vision qui va venir illuminer notre chemin. Et pour moi, c'est une expérience qui est très facile, très troublante, parce que j'ai l'impression vraiment d'être à la maison. Tout le monde souffre pendant 4 jours et 4 nuits sans boire, sans manger. Moi, je suis aux anges. Et j'avais été prévenue, j'avais fait 2 rêves qui m'avaient dit comment en fait préparer cette étape. Et le chaman est un chaman extraordinaire et en effet, il me donne mon nom de femme médecine. Il faut savoir que sur la 30aine de personnes qui ont fait cette quête de vision, on est moins de 5 personnes à recevoir un nom et je suis la seule à recevoir un nom de femme médecine, donc je suis extrêmement honorée. C'est un chaman traditionnel qui vit, lui, qui est même chef d'un tipi, hein, il est chef d'une nation, Dakota, donc c'est quelqu'un qui est extrêmement reconnu dans son milieu. Donc pour moi, il y a ce moment, ce déclic où je me dis waouh, voilà, c'est des dons que tu as depuis plusieurs années, vois-toi, quoi, regarde-toi, vois la beauté de ce nom de femme médecine et la lumière qu'il te donne. Mais en même temps, il faut comprendre que j'ai aussi, moi, les conséquences de mes dons. Je vois beaucoup d'esprits. C'est très difficile pour moi encore de comprendre ce que je vois, d'avoir des repères, de travailler avec eux, de recycler les énergies, les anciennes énergies. Donc voilà, c'est un très très gros travail. Il y a vraiment cette reconnaissance à travers mon nom de femme médecine qui signifie en effet le moment dont le soleil était au zénith, Midéoman. Et en même temps, tous mes questionnements d'initié et tout le cheminement que je dois faire, c'est un travail très intense vis-à-vis de mes peurs, vis-à-vis de mes traumas, de mes croyances limitantes, de ma relation à Dieu. Exactement. Et justement, en fait, c'est ce que j'allais rebondir sur ça. En fait, de manière générale, c'est pas évident déjà d'assumer, je pense, cette puissance qu'on a et ensuite de partager cette puissance, en fait, de guérisseuse, un petit peu, même totalement, qui peut aussi être connotée aujourd'hui dans notre société. Qu'est-ce qui t'a, en fait, décidé et comment tu as fait, en fait, pour oublier, on va dire, un peu tes peurs liées à ça, assumer ce côté-là pour ensuite en dessiner tout ce que tu fais aujourd'hui, toute ta carrière? Alors, il y a eu des étapes, c'est-à-dire que quand on a ce don, il y a un moment donné où on y met face à un cheminement qui ne nous laisse pas tranquille tant qu'on n'assume pas notre beauté. Donc par exemple, qu'est-ce que ça veut dire dans le quotidien? Que je rencontrais des gens qui tous me rappelaient à mes dons, à mon pouvoir personnel et me disaient attention. Donc toi, tu as des dons aujourd'hui de télépathie, de médium, de channel, voilà, de guérisseuse. Évidemment des connexions chamaniques. J'aime pas utiliser le mot de chaman parce que je trouve que c'est aujourd'hui un mot qui est très connoté, mais des connexions chamaniques. Donc j'ai vraiment cette dimension, en fait. C'est-à-dire que tu vois des... je vois les esprits, je peux entrer en contact avec les esprits des plantes. Mais quand on parle là, ou alors il faut que tu te mettes un peu en condition, mais... Alors, quand on parle là, je peux les sentir, s'ils se manifestent. Sinon, en fermant les yeux, je vois, j'ai des visions. D'accord. Donc si par exemple je me connecte à quelqu'un, je peux avoir les visions de son être, son histoire d'âme, ses traumatismes. En fait, si tu veux, j'ai une lecture multidimensionnelle de l'être. Donc si je me connecte à quelqu'un, je vais voir d'abord toute la partie psychologique. Tout ce qui a besoin d'être nettoyé, les traumatismes, les croyances limitantes, les mémoires, donc les mémoires de l'être dans cette vie, mais aussi les mémoires de l'âme liées aux réincarnations. Tout ce qui bloque la personne à être elle-même. Ensuite, je vais entrer en contact avec sa conscience. Je vais avoir aussi l'information qui la définit, sa véritable identité. Quelle est sa couleur? On parle aussi de rayon, qu'est-ce que cette personne vient apporter au monde? Quelle est son identité profonde? Quels sont ses dons? Donc une fois que j'ai nettoyé les êtres, en fait, qu'on a fait le travail de guérison, j'aide et je les aide à voir avec quoi ils sont nés. Parce qu'on est tous différents, on vient tous avec des dons et des habilités différentes et on a un contrat d'âme.
Et donc, je suis en mesure aussi d'aider les êtres à se rappeler leur contrat d'âme. Donc, il y a ça. Et donc aussi, j'initie maintenant depuis plusieurs années, j'ai une école en ligne. Je fais ici maintenant aussi à Dubaï ici des soins individuels, des formations, des trainings, des retraites. Ouais. J'ai fini là une magnifique retraite, les gardiennes du féminin sacré, parce que j'initie aussi au féminin sacré. Donc j'ai tous mes enseignements finalement, tous mes sujets de passion. L'astrologie, les chakras, la guérison, la divination par les tarots, la conscience, le renouvellement, l'évolution, la compréhension de ce que c'est qu'évoluer, le pouvoir créateur, la méditation, la reprogrammation cellulaire, tout ce que moi j'ai exploré, je le transmets aujourd'hui en formation. Donc j'ai évidemment beaucoup d'êtres aujourd'hui qui s'éveillent, qui viennent à moi, qui sont des novices ou des initiés, qui veulent aller plus loin, qui disent voilà, moi je veux être un acteur et un éveilleur de conscience pour cette nouvelle planète. Et pour cette nouvelle ère sur cette planète, qui est pour moi presque une nouvelle planète, c'est un beau lapsus. Ils veulent participer, ils veulent aussi pouvoir aider les autres, ils veulent contribuer à ce nouveau paradigme, à cette nouvelle ère qui est en train de se lancer. Et ils viennent à moi parce qu'ils savent qu'ils ont de l'intuition, ils ont de l'instinct, ils ont des dons, ils ont un pouvoir de guérison, de magnétisme, ou simplement des femmes qui veulent faire de l'accompagnement sur le féminin, ou c'est des coachs, ou des naturopathes, ou des masseurs. Et je les accueille dans mes stages. Si on repart du coup sur la question d'avant qui était la façon dont tu as pu assumer et délivrer au monde tout alors ça, et tu m'expliquais qu'il y avait plusieurs étapes. Oui, c'est des très très grosses étapes parfois qui passent aussi par des sortes de claques en fait. Donc, des moments où les gens nous donnent des messages, moi ça m'est arrivé plusieurs fois, des moments où d'abord il y a la passion derrière tout ça. Ouais. Moi, mon fil conducteur, c'est la passion. C'est-à-dire que je suis vraiment passionnée, je respire l'invisible tous les jours. J'en parle tous les jours. Mes amis autour de moi sont reliés à ça. Donc, je rencontre en permanence des gens qui sont dans mon secteur d'activité, qui sont passionnés par les mêmes choses. Donc ça crée finalement un microcosme qui fait que ça devient de plus en plus difficile de mettre ça de côté. Mais vraiment, le gros déclencheur a été mon premier livre. C'est-à-dire que donc, je suis aussi auteur, j'ai oublié de le dire, de 3 livres aujourd'hui. Le premier, c'est L'éveil des sorcières. Et ma maison d'édition m'a demandé de mettre ce mot sorcière sur le titre parce que c'était aussi une manière de capter l'attention. On était vraiment dans ce moment d'éveil des sorcières. Et là, je me suis dit, oui, ça me colle parce que les femmes sorcières, c'est un peu le mot qu'on donne aux personnes qu'on ne connaît pas, qu'on ne comprend pas, qui sont reliées au rituel lunaire, à la magie des femmes. Et en même temps, c'est très challengeant. On se dit, qu'est-ce que les gens vont penser ? Et pourtant, je suis même psychologue, mais le mot sorcière, c'est quelque chose qui est difficile à assumer. Mais une fois que ça a été lancé, je me suis dit, so what ? Ok, il y a des gens qui m'ont écrit, qui m'ont insulté, il y a des gens, on reçoit de tout, mais ça fait partie de la vie et de l'expérience. On ne peut pas plaire à tout le monde et chacun son identité. Donc ça a été aussi vraiment une dimension importante. Et puis ensuite, c'est le travail, ça fait partie du travail d'assumer son don. Et vraiment, moi j'aimerais dire aussi aux êtres quelque chose, c'est que quelle que soit notre identité, pas uniquement dans l'invisible, c'est un chemin de s'accepter, vraiment tel que nous sommes. Tous les artistes vont vous le dire, tous les artistes vont dire la même chose, tous les êtres qui ont des professions même atypiques vont le dire. À un moment donné, on n'a pas d'autre choix que d'aller vers soi-même si on veut devenir vraiment exprimer le génie de son âme. Et en même temps, il y a la peur du rejet, du jugement. Et ça, on n'est jamais totalement guéri. On transcende, en fait. On traverse, on apprend à dire c'est OK. Ouais. Aujourd'hui, justement, donc, tu en parlais, tu es auteur de 3 livres, donc, dont L'éveil des sorcières et Femmes souveraines. C'est quoi être une sorcière en 2022 ? Alors pour moi, être une sorcière en 2022, c'est être en capacité d'exercer son pouvoir, de savoir qu'on a un pouvoir qui est le pouvoir du dedans, le pouvoir du féminin, le pouvoir intérieur, de faire quelque part le chemin inverse de ce que la civilisation nous propose aujourd'hui. On vit dans une civilisation qui est très patriarcale, très tournée vers l'efficience, l'efficacité, le rendement, l'argent, l'expression d'une facette de notre identité très policée, très masculine, très conquérante, très compétitive, parfois aussi dans le mensonge, la manipulation, la séduction. La sorcière, finalement, c'est une femme sauvage. Elle est dans sa forêt, dans sa petite maison, et elle fait comprendre aux êtres qu'il y a autre chose, qu'un autre modèle est possible. Alors en même temps, la sorcière moderne, elle ne va pas rester enfermée non plus dans la forêt. C'est ça la différence. C'est-à-dire qu'elle va faire ce cheminement de la femme sauvage
Elle va aller explorer ses territoires inconnus, elle va aller rencontrer son intuition, elle va rencontrer ses émotions, le pouvoir de son bassin, le pouvoir de ses cycles menstruels, le pouvoir de sa sexualité, le pouvoir de son animalité, le pouvoir relié finalement à son intensité de vie et en même temps être capable de revenir dans le monde et le partager comme une femme moderne. Donc aujourd'hui, il y a des sorcières dans plusieurs corps de métier. On peut utiliser sa voix pour être une sorcière moderne aussi, interroger des êtres atypiques. On peut être aussi une infirmière et une sorcière en posant les mains et en faisant du magnétisme sur des patients, même à l'hôpital. On peut être une sorcière parce que dans la politique, on exprime des choses que les autres ne veulent pas entendre. On peut être une sorcière dans l'art parce qu'on fait de l'art d'une manière qui est atypique. Il y a des sorcières et des sorciers partout. On peut tous et toutes être sorciers. Voilà, à partir du moment où on est dans cette énergie de transgression, Ouais. on a cessé de vouloir correspondre à ce que la société attend de nous et qu'on a l'audace d'exprimer qui l'on est en vérité. Et Katia, tu parles aujourd'hui également, tu évoques beaucoup le féminin sacré. Quel est le rapport aujourd'hui entre la femme et le féminin sacré ? Alors ça, c'est une grande question, parce que c'est vrai que souvent la notion du féminin et du masculin sont des notions qui sont très mal comprises. On va faire des raccourcis entre le féminin et la femme, et le masculin et l'homme. Le féminin, de manière générale, et le masculin, ce sont deux énergies et deux ressources de notre humanité, comme la lune et le soleil. Et ça veut dire que ces deux énergies, elles sont en nous, chez les hommes et chez les femmes, même si elles n'ont pas la même proportion. C'est-à-dire qu'on peut avoir plus de féminin ou plus de masculin. Mais tous les êtres humains ont du féminin. De la même manière que la lune et le soleil sont vraiment indispensables à notre création. Mais aujourd'hui, l'éveil du féminin sacré, c'est justement l'appel de l'intériorité, de dire que derrière le monde extérieur visible, il y a une autre réalité, de laquelle d'ailleurs nous créons notre propre réalité, que Starhawk, qui est une féministe, une avant-gardiste et une auteure très célèbre aux États-Unis et de plus en plus en France, appelle le pouvoir du dedans, c'est-à-dire cette capacité à nous recentrer, à vraiment retourner à l'intérieur et sentir, percevoir que notre pouvoir intérieur est extrêmement grand par la connexion, par notre capacité à créer notre vie, à nous relier à notre être. Donc le féminin, c'est cette capacité aussi à être lié aussi bien au pouvoir du dedans, mais aussi à la matière, à la beauté de la matière, la capacité à avoir de la force, à comprendre que la terre aussi c'est un espace de pureté, un espace d'apprentissage, qu'on a la capacité aussi à s'ancrer dans la jouissance, que la vie n'est pas uniquement souffrance, que la vie aussi est beauté, que le féminin, donc, c'est l'émergence des formes, de toutes les formes de la création et d'y voir aussi la spiritualité. Les plus belles histoires sont celles que nous vivons. Celles qui nous laissent des souvenirs rares et uniques. Celles qui nous transportent et nous procurent un bien-être sincère et profond. Des expériences qui nous font voyager. Créez votre histoire en découvrant des expériences uniques et singulières avec la collection des boutiques hôtels M Gallery. Le Molitor à Paris, le Grand Hôtel à Cabourg, le Royal à Lyon. M Gallery, ce sont plus de 110 hôtels dans le monde. Les plus belles histoires s'écrivent chez M Gallery. Aujourd'hui, parfois, les gens déconnectent la spiritualité de la matière. Non, la spiritualité, c'est la jouissance, c'est la sexualité, c'est le rapport à la nourriture, c'est le rapport à notre temple, oui, c'est-à-dire au corps. Le premier temple, c'est le corps. Et l'âme, donc, elle s'installe dans le temple de notre corps. C'est ça, la spiritualité. C'est comment est-ce qu'on met l'amour, la beauté, la lumière, la vérité, la justice, l'intégrité, la bienveillance, la douceur, tout ça dans la matière. Comment est-ce que au quotidien, on intègre notre spiritualité? Nous, on n'a pas vocation à être des lamas tibétains, à rester en haut de la montagne, à prier, à méditer toute la journée. Ce n'est pas ce qu'on a choisi comme vie, toutes les deux, sinon on ne serait pas là. On est au contraire à Dubaï, au plein cœur de la ville, avec du monde, avec du bruit. Et c'est ça, la spiritualité incarnée du féminin sacré, cette capacité à aller vraiment spiritualiser la matière, à descendre la matière dans le corps, descendre la matière dans le bassin, comprendre la spiritualité des cycles menstruels, comprendre la spiritualité du corps, à quel point aussi nos cellules, les cellules de notre corps sont vraiment les étoiles de notre structure et que c'est aussi les cellules sont la porte de la lumière divine. C'est tout ça, de revenir à une spiritualité extrêmement incarnée
qui peut être aussi celle et monsieur de madame tout le monde, quoi. Quelqu'un qui fait du bon pain, qui le fait avec amour, qui fait avec des ingrédients de qualité, qui nous met cet amour dans la nourriture. C'est quelqu'un qui a aussi sa portée spirituelle. Quelqu'un qui enseigne avec amour, quelqu'un qui accompagne les êtres avec amour, qui soigne les êtres avec amour, qui fait de son mieux, qui est dans la présence. Ouais. Un manager aussi, qui est dans son intégrité, qui est dans sa bienveillance. C'est un être spirituellement incarné. Aujourd'hui, tu accompagnes justement au changement, à la transformation et à l'accès à sa réelle identité. De quelle façon, finalement, on a vu tout ce que tu faisais, mais aujourd'hui, tout de suite, on va penser au comment. De quelle façon on reprend le pouvoir de sa propre vie intérieure, finalement? Quelles sont les premières étapes? Alors d'abord, c'est un choix. C'est un vrai choix, à un moment donné, de se poser et de dire, et ça, c'est très puissant, qu'est-ce que je veux pour moi et pour ma vie? Qu'est-ce qui est vraiment le plus important? Et à un moment donné, dans une vie, je suis sûre qu'en tant que maman, toi, c'est aussi quelque chose qui te traverse. À un moment donné, dans une vie, c'est de se dire, attends, quelle est la priorité même en dehors de tout? Qu'est-ce qui va faire fonctionner mon foyer? Qu'est-ce qui va faire que mes enfants vont se sentir bien? Est-ce que c'est le sacrifice? Ou est-ce que c'est de rester au centre et de me donner la priorité dès que je le peux? Parce que maman aussi, c'est dès que je le peux, j'imagine. Oui. Et c'est ça l'amour de soi. D'abord, c'est une décision que l'on prend de se remettre au centre pour vivre sa vie. Avant même d'être dans son pouvoir, il faut faire ce choix. Et donc ensuite, comment est-ce qu'on va vers soi-même? D'abord, la première chose, tous les êtres vous le diront dans toutes les techniques, c'est une seule chose, c'est le retour à soi. Favoriser les retours à soi. Donc c'est quoi le retour à soi? La méditation, qui n'est pas vraiment un temps de réflexion ou d'analyse, mais souvent les gens le voient comme un temps de réflexion ou d'analyse. L'introspection vraiment liée à la conscience de soi. Donc on prend ce temps d'introspection, de retour à soi, de se poser. Et puis ensuite, il faut s'approprier les premiers outils. Donc les gens méditent. Moi, j'aime beaucoup pour démarrer l'interprétation des rêves. Ouais. C'est quelque chose qui est très facile pour un novice parce que déjà, les rêves, c'est rassurant. Tout le monde rêve. Et si on ne rêve pas, moi, je donne des techniques, par exemple, dans mes livres et dans mes formations pour se souvenir de ses rêves. Et les rêves, c'est aussi très psychologique. Donc les gens, ils se disent, avant d'entrer dans l'inconscient et l'invisible, j'ai juste commencé par mes rêves, véritablement. Oui. Il y a des symboles dans les rêves, forcément ça dit quelque chose de moi et ils vont découvrir cette science des rêves. Les rêves, c'est intéressant d'avoir aussi un exercice de journaling, de faire de la méditation. Beaucoup de gens aussi aiment le yoga parce qu'en effet c'est une manière très simple de se remettre dans son corps. Et puis il faut commencer à un moment donné par faire une thérapie. Alors moi j'aime à dire, parce que c'est ma passion, parce que c'est mon métier, donc c'est aussi quelque part une conviction personnelle, que quand on a une dent qui va mal, on ne reste pas avec une dent, on ne la laisse pas pourrir pendant des années. L'être, c'est la même chose. On a aujourd'hui cette chance d'avoir énormément de thérapies. Des ostéos, des chiropracteurs, des magnétiseurs, des énergéticiens, des psychologues, des psychiatres, des analystes, des gestalt thérapies, plein de types d'accompagnement, des cercles de femmes, des cercles d'hommes, des retraites. On a un ensemble d'outils à notre disposition. Des sophrologues, des kinésiologues, et pour tous les goûts. C'est vrai qu'aujourd'hui... Et puis il y en a pour tous les goûts, c'est-à-dire qu'après c'est fonction de là où on est à l'aise. Complètement. Donc moi je dis, allez là où vous êtes à l'aise. Ouais. C'est la kinésio, c'est extraordinaire la kinésio, c'est très simple, c'est très concret. La sophrologie permet aussi de commencer un travail, d'apprendre à se détendre. La méditation permet d'ouvrir l'espace du silence et de la rencontre avec soi. Et puis ensuite la vie c'est un cheminement. Comme quand on change de dentiste, de médecin, ou on commence avec quelqu'un, et puis après on va plus loin. Donc il faut commencer à se mettre en mouvement. Mais se mettre en mouvement en ayant conscience que notre être, c'est pas des dossiers qu'on range dans un placard. Les gens parfois au bout de 2-3 ans ils disent bah oui mais j'ai énormément travaillé sur moi. Enfin la vie elle ne s'arrête pas en fait. C'est comme quand on continue de faire du sport à 70 ans. Si on veut se maintenir, on continue de marcher. Et la connaissance de soi, c'est pareil. Quand on part du principe que c'est invisible, que c'est infini, c'est invisible, tiens, c'est intéressant, c'est un beau lapsus, et c'est aussi infini, on est beaucoup plus à l'aise avec le fait que ponctuellement, on continue les lectures. Les lectures aussi sont un moyen d'introspection extraordinaire. Combien de gens ont été touchés par les lectures? Il y a des livres aujourd'hui qui sont des pépites, des trésors dans la spiritualité, qui permettent un éveil incroyable. On voit par exemple
le livre Conversation avec Dieu, Ah oui. qui est un incontournable, C'est clair. qui est vraiment très puissant. Le Prophète de Khalil Gibran, par exemple, qui est un livre aussi spirituel extrêmement beau. Et puis, il y a des livres comme ça sur différents sujets qui sont des pépites, qui ouvrent des champs de conscience inexplorés. Alors, le livre aussi, en plus, ça l'avantage d'être universel, d'être très accessible aussi financièrement. Donc, ça permet aussi à nombreux gens d'évoluer, même sans passer par une thérapie. Tout à fait. Et on a toutes, et d'ailleurs tu dois le voir beaucoup dans les personnes que tu accompagnes, voilà, des peurs, des blocages qui nous empêchent d'avancer. S'en libérer, c'est vraiment un apprentissage pour toucher notre essence intérieure. Comment se libérer de tous ces blocages qui nous empêchent en fait d'aller dans notre vrai nous-mêmes, de toucher son vrai soi? Alors, il y a une clé qui est très très importante, c'est que l'être humain confond ses mémoires et son identité. Alors, imaginons que j'ai eu un traumatisme quand j'étais enfant, je suis tombée d'un vélo. Et que je crois que je suis nulle parce que je suis tombée d'un vélo, je ne sais pas faire du vélo. Alors qu'en réalité, c'est juste que je suis tombée d'un vélo, je suis très très mal, c'est resté peut-être que vraiment, ça a été une douleur pour moi, peut-être qu'il y avait des enfants autour et qui ont ri parce que j'ai chuté. Et non, je suis persuadée que c'est mon identité, que je suis nulle, que je ne sais pas faire de vélo. On confond l'incident, la mémoire de cet incident avec notre identité. C'est la même chose pour tout. Je vais prendre un exemple qui est encore plus fréquent. Tout ce qu'on a entendu dire de nous par nos parents ou nos éducateurs quand on est enfant. T'es sale, t'es dégueulasse, mais tu sais pas manger, mais t'es insupportable, tais-toi, tu parles trop. Et tous ces mots qui sont tellement violents quand on est enfant et qui commencent à définir Exactement. Notre identité. Mais c'est pas du tout ce que l'on est. C'est juste des parents excédés, épuisés. C'est ce que j'essaye de pas faire avec mes enfants, justement. Enfin, que je ne fais pas d'ailleurs avec mes enfants. Et parfois, c'est très très difficile. Bah, bien sûr. On peut parfois être hors de soi. Il y a des moments où la coupe est pleine. Donc parfois, les mots fusent. C'est ça. Parce que nous-mêmes aussi, c'est comme ça qu'on a été éduqués, on a été imprégnés. Donc quelque part, c'est un cercle vicieux de mémoire. C'est ce qu'on appelle le transgénérationnel. Donc là, je prends cet exemple, mais il existe pour tout. Le rapport à l'argent, le rapport à la sexualité, le rapport au travail, le rapport à la réussite et les hommes, parce qu'on parle beaucoup aussi. Là, on est entre femmes et les hommes, tout ce qu'ils entendent. Ne pleure pas. C'est toi qui vas ramener à manger. T'es fort. Tu dois travailler pour ta famille. Tu dois pas pleurer. C'est toi. Tu vas aller travailler. Tu vas reprendre les affaires de ton père. Comment ça, tu vas te reposer? Oh là là. Tu sais, tu es un homme. Tu continues. Tu avances. Tu ne tombes jamais. Tu te relèves. Tu ne peux pas déprimer. Tu ne peux pas t'arrêter. Voilà. Donc, tu vois déjà la bulle que ça crée en 2 minutes, juste d'en parler, moi ça me fait mal au ventre. Ouais, c'est clair, moi aussi. Ça crée une bulle de programmation. Ouais, donc moi c'est mon travail aussi je vais nettoyer dans l'ADN, déjà ce qui n'appartient pas, ce qui nous appartient pas. Moi je vais dans l'ADN pulvériser ces mémoires et du coup je reprogramme avec mon verbe différemment. Ouvrir l'espace de l'être et dire ce ne sont que des mémoires. C'est des conditionnements qui ont été répétés, comme le chien de Pavlov, c'est ce qu'on apprend en psychologie. Quand un toutou sait bien faire quelque chose, on lui donne un sucre. L'enfant, c'est pareil, on nous a éduqués à nous taire, à être silencieux, à bien manger pour avoir le sucre ou avoir un compliment. Là, on va déprogrammer tout ça pour que l'être puisse émerger. Donc la première chose, ce qu'on dit, c'est se désidentifier de ses mémoires. Et on n'est que des couches des mémoires, comme des pelures d'oignons. Et tout le travail d'accompagnement vise à enlever ces pelures d'oignons pour que l'être puisse se libérer. Donc ça, c'est la première chose, de savoir qu'on n'est pas nos peurs, on n'est pas nos angoisses, on n'est pas nos croyances limitantes et ce qu'on se dit de nous. Tous les jugements qu'on porte sur nous-mêmes quand on se réveille le matin, t'es nul, t'as rien fait aujourd'hui, putain t'as déconné, purée t'es passé à côté de ça, t'aurais pu mieux faire, t'as mal géré la situation, t'es pas une bonne mère, t'es pas une bonne femme. En fait, toute cette emprise de notre mental, ce ne sont que des informations qui nous viennent de l'extérieur et qui ne nous définissent pas. Donc on apprend à muscler, grâce au travail personnel, on apprend à muscler cette conscience qu'on est bien plus que ça. Nous sommes des êtres de lumière et des êtres d'amour. Nous sommes vraiment venus sur Terre pour propager les connaissances de notre âme et de notre être et propager notre couleur. Donc il faut imaginer qu'on a chaque être a une couleur spécifique. On a chacun un parfum qui nous est propre. Et quand on fait ce travail, qui est vraiment un travail pour moi, c'est de l'or de faire un travail sur soi, de pouvoir pousser sur les côtés ces couches de la persona, c'est ce qu'on appelle vraiment la fausse personnalité, et de laisser l'être émerger.
Dans ta pratique, tu utilises donc et enseignes les chakras, les oracles, les pierres, les déesses pour se connecter à son âme. Est-ce que tu peux nous parler de ceux que tu utilises principalement et pourquoi ? Je sais que sur tout ton panel, tu en as beaucoup, mais peut-être en choisir 1, 2, 3. Alors j'avoue, j'ai mes obsessions aussi. J'ai mes obsessions, ça c'est lié à des affinités. La première chose pour les pierres, c'est que moi je travaille énormément avec le cristal de roche. Ouais. C'est ma pierre. Ma pierre parce que le cristal de roche, il a la capacité à défragmenter la lumière dans les espaces-temps. Et aussi, c'est un support de reprogrammation. C'est pour ça qu'on a des cristaux aussi dans les ordinateurs. Donc par exemple, quand on veut travailler sur un être, sur sa conscience et sur ses cellules, en ayant un cristal de roche à proximité, quand on fait un travail de reprogrammation, on amplifie le pouvoir des mots et donc l'impression de ces mots dans l'ADN de l'être. Je le fais aussi pour les lieux, donc dans l'espace qui est ici mon temple, dans mon lieu de vie. J'ai des cristaux, je travaille donc énormément avec les cristaux, quotidiennement avec les cristaux depuis des années. Et ils sont quelque part comme des gardiens et des amplificateurs de mon énergie. Donc le cristal, j'ai une grande énergie d'amour avec le cristal qui ne date pas de cette vie parce que j'ai déjà vu que dans d'autres espaces-temps, dans d'autres vies, je travaillais déjà avec les maîtres qui vivent dans les cristaux. Alors je sais que ça peut paraître curieux, il y a des êtres qui vivent dans les cristaux et qui sont des enseignants, qui sont des âmes aussi et qui permettent au minéral en fait d'avoir sa sagesse et sa puissance de lumière. Ensuite, je suis une grande fanat d'huile essentielle et de plantes. C'est-à-dire qu'à tel point, les gens se rient de moi dans mes valises et j'ai toujours mes petits... Où que j'aille, j'ai toujours mes petites plantes. Alors, je travaille beaucoup avec la sauge, avec l'armoise. Je travaille aussi beaucoup avec le thym, le romarin. En fait, je travaille beaucoup avec des plantes de guérison que j'utilise souvent en toutes circonstances parce qu'ensuite, j'ai une manière d'activer le végétal. Et si dès que je suis malade, j'aime les plantes. J'adore les plantes. Pour moi, les plantes, je l'ai appris ça dans le chamanisme, c'est les grands-mères de l'humanité. J'ai énormément de respect pour les plantes, que je connecte aussi. Je parle avec les esprits des plantes. Donc moi, je les utilise dès que j'ai quelque chose, un déséquilibre. Je sors mes petites plantes. Pour moi, c'est vraiment la maman qui sort de mes placards. D'accord. Donc voilà, j'ai mes plantes qu'on appelle vraiment, quelque part, qui sont des plantes médicinales que tout le monde connaît depuis des millénaires. Qui ne connaît pas le romarin, le thym, la mélisse, la capacité de ces plantes à nous faire l'eucalyptus quand on est malade. Et pareil pour les huiles essentielles. C'est quand on connaît les huiles essentielles et quand on les pratique, c'est extraordinaire. Je veux dire, et ça c'est même pas de l'invisible ou de l'ésotérique, c'est aussi de la science. Hein. Là, on parle de science d'herboristerie. Certaines plantes, certaines huiles essentielles ont des preuves A. Je les ai vues. Moi, j'ai fait des stages avec l'hôpital Georges Pompidou à Paris. Elles ont des preuves en fait scientifiques A+, comme certains médicaments. Je l'ai appris, comme par exemple l'essentiel de gingembre, l'orange amère. Donc, c'est très très intéressant. Les plantes, là, on parle vraiment de choses concrètes, de traditions plurimillénaires, mais aussi d'une science, la science des plantes, l'herboristerie, la phytothérapie. Donc ça, j'ai beaucoup ça. Je suis une fanat de cartes et tarot. Je t'ouvrirai tout à l'heure mon meuble qui est là, mon petit meuble de sorcière. Bon, j'ai 30, 40, 50 jeux. Je tire les cartes quasiment tous les jours. Pour moi, c'est une manière d'amener des informations de l'inconscient, de m'aider quand il y a des énergies bloquées, quand j'ai besoin de faire un nettoyage dans l'espace. Je me connecte aussi tous les jours. Parce que c'est ma manière de me relier à mon être. Je pose des questions à mon âme et à ma conscience, donc on me répond. Et puis dans les outils quotidiens, j'écris quasiment mes rêves, ou en tout cas je les note, ou je me rappelle au moins 3-4 fois par semaine, c'est du minimum. Donc ça, c'est vraiment ma structure de base. Mais ensuite, évidemment, je fais tellement de choses parce que c'est une passion. Tu sais, c'est comme un médecin, comme un chirurgien, tu lui disais combien tu utilises tes bistouris. Ouais. En fait, quand après c'est une passion que tu fais ça tous les jours, tu n'arrêtes pas. Est-ce qu'on a d'ailleurs, Katia, toutes et tous ces pouvoirs en fait que tu possèdes aujourd'hui, de télépathie, de tirage de cartes, de se connecter à l'invisible? Est-ce que ça se travaille ou est-ce que c'est inné? Alors moi, je pense comme on a tous une âme, une conscience, on a tous la capacité à connecter. Ensuite, ce qui va faire la différence, c'est est-ce qu'on en a envie? Est-ce qu'on en a besoin? Et est-ce qu'on est passionné? Donc il y a des êtres aujourd'hui que moi je trouve très alignés dans ce qu'ils font, ils sont dans leur chemin d'être, ils sont conscients d'apporter de la créativité. Il y a des êtres par exemple qui sont des grands innovateurs. Bon, ils n'ont pas besoin nécessairement de méditer, mais ils ont une sorte de méditation un peu différente, de connexion différente à travers leur art, et ça se passe comme ça. Et d'autres qui ont mon cheminement, c'est-à-dire où à un moment donné, la connexion, la méditation, la reliance à la spiritualité est vraiment une partie forte de leur chemin d'âme. Et dans ce cas-là, ils vont commencer à ouvrir la porte et puis à muscler. Mais moi, je pense que oui, on a tous
au moins, j'ai rencontré beaucoup d'êtres qui ont du magnétisme, mais qui ne l'utilisent pas nécessairement. Oui, voilà. Qui ont vraiment... c'est pas leur chemin. C'est pas leur chemin, c'est des forces de la nature, ils font ça un peu différemment, donc ils le mettent dans la matière. C'est des gens qui aiment modeler la matière avec leurs mains, donc des cuisiniers, des bouchers, c'est ce que tu disais, des forces de la nature, des gens qui travaillent dans l'agriculture, qui travaillent avec leurs plantes. L'énergie passe en eux différemment et c'est pas mental, ça n'a pas besoin non plus d'être conscient parce que l'énergie du cœur, elle suffit. De mettre l'amour dans notre création, c'est amplement suffisant. Après, c'est la passion. Moi, j'attire à moi les êtres qui sont passionnés par tout ça et qui viennent. Et en fait, c'est une famille d'âmes. Et pour nous, on se retrouve entre nous. Donc, c'est des êtres qui viennent pour faire des enseignements parce que ça leur parle directement. Tu parles de prêtresses aussi, beaucoup qui jouent un rôle primordial sur notre planète, celui du lien à la chose sacrée et à la spiritualité. D'ailleurs, dans le programme que tu proposes dans le dernier, auquel je voulais participer, tu t'es basé sur Sophia, l'énergie de la grande déesse. Pourquoi cette importance Alors, c'est important d'abord parce que moi, c'est mon histoire d'âme. C'est pour ça que j'en parle. En fait, on parle toujours que de soi. Voilà. Donc, moi, comme c'est mon histoire d'âme et que je suis une prêtresse, une prêtresse dans plusieurs espaces-temps, pour moi, c'est extrêmement important ce rapport à la chose sacrée parce que certaines âmes ont la responsabilité, la joie, le devoir et l'amour de l'invisible et du royaume de l'invisible. Et donc, on a cette responsabilité de ramener dans le plan de la matière la spiritualité et l'invisible. Et ça, c'est les prêtresses. Mais en même temps, il y a des femmes qui sont des prêtresses modernes, qui sont des grandes créatrices. Elles amènent et elles montrent, elles témoignent de leur pouvoir de création dans la grâce et la beauté. Des êtres que l'on voit qui créent, peuvent créer des business, elles peuvent ouvrir des boutiques, créer des espaces de partage, de connexion, créer des projets. Et on sent que c'est fait depuis l'espace de la grâce et de la beauté. Ça aussi, c'est de la prêtrise. Des femmes qui accompagnent à la sexualité, qui accompagnent à l'accouchement, qui accompagnent dans les rites de passage, des infirmières qui tiennent la main des êtres qui décèdent et qui font ce qu'on appelle, qui sont aussi passeurs d'âme. Des infirmières qui souhaitent la bienvenue aux nouveau-nés, qui sont des prêtresses aussi et qui l'ignorent, qui sont vraiment des passeuses pour que les âmes puissent s'incarner aussi dans la beauté, dans l'amour et dans la grâce. Donc, il y a beaucoup de femmes d'êtres, mais aussi donc là, pour mon sujet de femmes, qui ont l'amour de la chose sacrée dans ce qu'elles font, qui sentent à quel point c'est important d'accompagner la vie, le miracle de la vie, et elles le font de différentes manières. Et moi, évidemment, c'est encore une fois une passion. C'est un sujet que je connais par cœur, et je touche de nombreuses femmes qui parfois font sages-femmes, qui sont chiropracteurs, qui sont naturopathes, qui sont dans la sexualité, qui sont coachs, qui sont créatrices de projets, qui ouvrent des espaces, même parfois, là c'était de la dégustation de vin. Donc ce sont des femmes qui sont des initiatrices, qui sont là pour créer des expériences, pour que les êtres puissent être marqués par le fait que la Terre n'est pas uniquement un lieu de souffrance, mais un lieu de jouissance, de plaisir, d'ouverture des sens, de reliance à la magie, à la beauté, à l'enchantement, à la créativité. Avant de finir par des petites questions que je pose toujours en fin d'interview, quelles sont les plus belles renaissances de femmes auxquelles tu as pu assister? Alors, sans rentrer forcément dans le détail des histoires, mais si tu pouvais nous conter quelques... Alors, j'en ai énormément. Oui, j'imagine. J'ai une femme que j'ai accompagnée qui avait une 40aine d'années, qui n'avait jamais eu de relation sexuelle. Complètement traumatisée. Donc là, j'ai fait un travail. Au bout d'1 an, elle rencontre une personne pour la première fois. Et elle a une relation sexuelle pour la première fois. C'est très, très touchant. J'ai eu une femme aussi, au tout début de mes accompagnements, qui ne sortait jamais de chez elle le week-end, qui pleurait tout le week-end déprimée. Et qui, au bout de quelques mois, me dit, ce week-end, je suis sortie, je suis allée à la brocante. Et tous les autres week-ends comme ça. Ça, c'est extraordinaire. Déjà, juste ça. De sortir de chez soi et d'être dans la vie. J'ai des femmes qui étaient complètement bloquées dans leur vie, dans leur couple, qui se sont séparées, qui ont rencontré quelqu'un, qui ont refait leur vie. J'ai des femmes qui ont ouvert leurs dons, qui viennent à un de mes stages et qui après se lancent, deviennent magnétiseuses, énergéticiennes. J'ai plein d'histoires. Des femmes aussi qui ne sont plus toutes jeunes et qui, à 70 ans, retrouvent vraiment... À 70 ans, tu t'imagines 70 ans. Te disent à la fin d'une expérience avec toi, j'ai compris que je pouvais encore évoluer, que j'avais encore des belles choses à vivre. C'est
énormément d'exemples aussi, de miracles. Une femme aussi, waouh, ça c'était une histoire extraordinaire. Une femme qui avait fait plusieurs années de prison, qui était venue, à qui on avait enlevé la garde de ses enfants, qui a arrêté, en fait, elle a cassé le cycle infernal de sa famille, qui a arrêté de voler, en fait. Elle avait été programmée pour voler avec sa famille. Elle a fait des années de prison, elle a décidé de tout arrêter, elle a fait un travail avec moi. Et puis un jour, on fait un tirage de cartes et je vois qu'elle a le don des alchimistes fées, la capacité de faire de la couture. Et là, elle se rappelle qu'en effet, en prison, elle avait complètement oublié, elle faisait des ateliers de couture et qu'on lui disait qu'elle était douée. Elle s'est inscrite à un stage, elle a travaillé avec un grand couturier, voilà, s'est remise dans une nouvelle vie. Voilà, des exemples qui sont d'une beauté inouïe, quoi. Magnifique. Je vais finir par des petites questions, Katia. L'idée, c'est d'y répondre rapidement, comme ça te vient. Ta définition de l'alignement? C'est le lien entre le cœur, l'âme et la matière. C'est-à-dire que pour moi, être alignée, c'est être réceptive tous les jours, écouter mon cœur, écouter ma conscience et le mettre dans mes actes, mes actions, mes mots, mes initiatives et mes projets. Est-ce que tu crois au destin? Alors oui, il y a une destinée. La différence, c'est que la destinée n'est pas ce que l'on croit. Ce ne sont pas vraiment des événements figés qui vont nous arriver, même si certains d'entre eux sont prédestinés, mais la destinée, c'est plutôt que la rencontre de notre être est implacable. Et soit on le fait dans la douleur, soit on le fait en conscience et dans la joie. Donc la destinée, pour moi, c'est qu'on ne peut pas mettre de côté qui l'on est, que ce soit dans nos peurs, nos terreurs, notre inconscient, ou aussi dans nos dons, nos valeurs et nos qualités. Donc la destinée, pour moi, c'est se rencontrer et laisser cette rencontre devenir notre chemin et notre chef-d'œuvre. Et quoi qu'il arrive, ça te rattrape. Oui. Voilà, donc ça nous vient sous la forme de destin, c'est-à-dire de trauma, de bouleversement, de drame, parce qu'on n'écoute pas. Soit on comprend que le chemin veut nous amener quelque part, et quand on commence à écouter, on trace un nouvel alignement. Tes rituels pour rester bien physiquement et mentalement? Beaucoup de rituels de beauté, le hammam, Moi, je dirais, oui, surtout prendre soin de mon corps. Prendre soin de mon corps, c'est vraiment pour moi la chose la plus importante au départ. Donc, le hammam, la danse, la méditation, les moments de pause, les moments de respiration, prendre soin de ma beauté physique, prendre soin de mes cheveux. C'est vraiment pour moi une manière d'abord de préparer en fait mon socle et ensuite de laisser mon âme se déverser à l'intérieur. Tes livres préférés? Le Prophète de Khalil Gibran, j'en ai déjà parlé. Ensuite, peut-être des livres du féminin sacré que j'adore. Alors, j'adore Vicky Noble, qu'une femme qui est absolument extraordinaire sur le féminin sacré. J'adore Femme qui court avec les loups de Clarissa Pincoles Estés. J'aime Femme tambour aussi aux éditions Le Duc. C'est un livre qui est extraordinaire. Voilà un petit peu. Enfin, j'ai beaucoup de livres en même temps que j'adore. J'ai adoré aussi des livres très très spirituels comme les Chroniques de Guircou. Donc c'est un petit peu une sorte d'épopée de notre humanité très 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 lointaine qui remet en question en fait l'histoire traditionnelle de notre humanité. Voilà un petit peu les livres qui sont des livres importants. J'ai parlé de Conversation avec Dieu, Le pouvoir de l'intention. Il y a des livres comme ça qui sont des livres socles pour appréhender vraiment notre monde, ce qu'est notre conscience. Mais je dirais qu'aujourd'hui, oui, il faut se laisser porter en fait. Regardez les livres qui nous appellent, c'est que souvent il y a une information qui nous est essentielle et même qui va venir peut-être confirmer des intuitions que l'on a eues. Tes citations préférées? Une de mes citations préférées qui vient de mon père, c'est être radical, c'est prendre le mot par la racine. Et ça, pour moi, c'est une énergie de guérisseur. C'est-à-dire que dans mon énergie, j'ai une forte radicalité. Et je sais, quand j'accompagne, permettre vraiment ce shift, ce basculement. Donc, à un moment donné, il faut avoir le courage d'aller très, très, très profond dans ce qui est très enfoui dans l'être pour en fait tirer sur les feuilles mortes et provoquer un changement radical. Donc le changement radical, c'est quelque chose qui fait peur et pourtant qui est extrêmement libérateur. Ma dernière question, qui est la question rituelle du podcast, que t'évoque maximiser le potentiel de sa vie? C'est vraiment une notion très très importante. Moi je vois quand les gens viennent à moi, je vois tellement leur beauté et leurs dons. Et je vois, c'est comme si quelqu'un arrivait
et que dans son aura, tu voyais des joyaux et que la personne te dit ma vie, elle est nulle, je me sens pauvre, je me sens déboussolée. Et ça, pour moi, c'est terrible. Ouais. C'est terrible parce que je vois très clair dans l'aura des êtres et ceux avec quoi ils viennent sur Terre. Et je vois aussi parfois la difficulté de faire preuve de courage. Ce qui fait défaut dans notre humanité, vraiment, c'est le courage. Le courage, à un moment donné, de prendre des décisions et d'aller vers soi. Il faut y aller. Maximiser son potentiel, pour moi, c'est faire des choix clairs. On ne peut pas toujours faire des compromis. Ça ne fonctionne pas. Il y a une forme, à un moment donné, de radicalité. Quand on veut vraiment aller vers soi, ça demande de prendre des tournants. Donc, ça demande du courage, ça demande de la lucidité et ça demande de la détermination. Quand on se rappelle ces 3 mots tous les jours, on se dit que quelles que soient les difficultés, on va pouvoir avancer et transcender. Merci beaucoup, Katia. Merci beaucoup, Laura. Cet épisode est maintenant terminé. En espérant qu'il vous ait plu, je vous donne rendez-vous maintenant sur le compte Instagram lalea.podcast pour découvrir les coulisses de l'interview. Il y aura toujours des gens pour vous dire « Mais la grippe, c'est pas grave, je suis encore jeune et en pleine forme, alors c'est pas une petite grippe qui va me faire peur. » Mais la réalité, c'est que la grippe, c'est pas seulement avoir une forte fièvre ou des courbatures. C'est aussi des risques de complications graves et d'hospitalisation. Surtout lorsqu'on souffre déjà d'une maladie chronique comme l'asthme ou le diabète. Alors si vous êtes atteint d'une maladie chronique, n'hésitez pas. Vaccinez-vous contre la grippe. L'assurance maladie,